démarrer cette session qui est dédiée à la polyarthrite rhumatoïde. Mais avant, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à co-modérer cette session. Et je les félicite pour la qualité du programme scientifique et des orateurs. Je les félicite également pour la réussite de l'organisation qui se fait dans une ambiance de convivialité et d'amitié. Alors, nous allons démarrer par une conférence qui s'intéresse à l'alimentation et la PR. C'est un thème que je trouve très intéressant dans la mesure où l'alimentation fait partie de ces moyens non pharmacologiques qui peuvent moduler la réponse immunitaire et inflammatoire de la maladie. C'est intéressant également parce qu'il y a plusieurs de nos malades qui viennent nous voir et nous poser des questions pertinentes sur leur alimentation à la recherche d'une réponse scientifique et juste. Eh bien, cette réponse scientifique, on l'aura tout de suite. Et c'est Madame le professeur Najia Hajjaj Hassouni, figure emblématique de la rhumatologie, comme on a dit, comme ça a été dit hier. Et je trouve que c'est le moins qu'on puisse dire à son égard. Madame Hassouni, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous pour nous présenter une mise au point actualisée sur la question. À toi, Najia. Bureau, le docteur Moustapha Ounes, pour son invitation et pour me donner l'opportunité de retrouver de nombreux collègues et amis qui sont très chers à mon cœur, qu'ils soient d'ailleurs du Maroc ou de l'étranger. Et je vois Philippe Gaudin avec nous ce matin et c'est un vrai plaisir de commencer cette matinée avec vous. Alors quand le docteur Manas m'a confié ce thème de l'alimentation dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est un thème évidemment passionnant, les recommandations de la Société française de rhumatologie n'étaient pas encore sorties, mais quand elles ont paru, elles m'ont considérablement facilité la tâche et j'essaierai donc de faire une synthèse entre ce qui est connu, ce qui était connu, ce qui devrait être fait, car il n'y aura peut-être pas de réponse définitive, mais en tout cas des réflexions particulières. Alors comme je vais vous parler d'alimentation, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier. Et on va donc arriver tout de suite à la préoccupation de l'humanité, évidemment, relativement à l'alimentation, non pas comme nécessité qui est évidemment la nôtre, mais comme thérapeutique. Et on retrouve cet aphorisme d'Hippocrate, que ton aliment soit ta seule médecine. Vous voyez donc, c'est une préoccupation qui remonte à 4 siècles avant Jésus-Christ. Aphorisme d'ailleurs pour la petite histoire qui semblerait ne pas être d'Hippocrate, mais on va quand même lui laisser l'attribut de cet aphorisme tout à fait intéressant. Et on voit aussi que l'aliment a donc été très considéré depuis très longtemps comme la possibilité d'un médicament, et on a vu évoluer aussi le vocabulaire alimentaire, puisque de manière récente on a aussi parlé des alicaments, et donc toute une modification de vocabulaire liée à l'alimentation. On sait aussi que dans les pays industrialisés, l'alimentation s'est profondément modifiée avec l'évolution vers des aliments considérés de plus en plus toxiques. Et on connaît les fast-food, les junk-food, ne serait-ce que ce mot-là indique l'évolution de l'alimentation vers un caractère acidifiant qui fait que finalement on reconnaît aujourd'hui toute une série de causes, les carences, la pollution, la porosité intestinale et la flore intestinale. C'est le thème du microbiote qui est aussi un thème tout à fait important, et le stress qui serait à l'origine d'un tronc commun, l'inflammation, et puis finalement toute une série de maladies dites aujourd'hui maladies de civilisation, parmi lesquelles les maladies auto-immunes, dans lesquelles on peut vraisemblablement placer la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi bien d'autres, le cancer, le diabète, l'obésité, l'allergie, la dépression et bien d'autres encore. Alors pour raconter des petites histoires humaines, et je crois que c'est tout à fait important, je voulais quand même vous raconter l'histoire de David Servan-Schreiber, que vous connaissez peut-être, dont j'ai lu tous les livres, parce que David Servan-Schreiber est le fils d'un politicien français très connu, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était un grand journaliste puis un grand politique français.
et qui ensuite a quitté la France pour les États-Unis. Et son fils l'a suivi, il était médecin, il était neurophysiologiste, et il a enseigné aux États-Unis. Et dans le service dans lequel il travaillait sont apparues les premières IRM. On lui a demandé de servir de cobaye, et en faisant l'IRM, on lui découvre une tumeur cérébrale. La tumeur cérébrale, évidemment, a révolutionné sa vie, puisqu'il est mort très jeune, mais il a beaucoup bataillé pour l'alimentation. Et il a eu quelques années de survie avec un glioblastome cérébral, dont vous connaissez le pronostic. Il a beaucoup écrit sur l'effet des médicaments anti-cancer et puis sur les effets antioxydants et anti-inflammatoires d'un certain nombre de produits alimentaires. Et les effets immunomodulateurs, nous connaissons bien aujourd'hui les effets immunomodulateurs de la vitamine D, positifs ou négatifs, par exemple le sel. Et puis, il y a toute cette évolution et les connaissances sur le microbiote. David Servan-Schreiber est mort en 2011, mais il a laissé derrière lui toute une série d'écrits tout à fait intéressants à considérer, avec évidemment un regard scientifique et à la fois humain sur ces considérations. Et aujourd'hui, on évolue vers ce qu'on commence à appeler le slow food. Donc, on ralentit l'administration des médicaments. Et on sait qu'en France, depuis 2001, a été mis en place le PNNS, le Programme national nutrition santé. Au Maroc, nous avons la stratégie nationale de nutrition 2011-2019. Je ne suis pas sûre qu'elle soit encore réellement efficace, mais en tout cas, le principe est là. Et je crois qu'il faudrait continuer à y réfléchir. Alors, dans la polyarthrite rhumatoïde, l'alimentation a-t-elle un rôle ? Je pense que oui, parce que en prenant en considération un certain nombre d'éléments, la polyarthrite rhumatoïde d'abord est une maladie considérée comme relativement récente. On n'en retrouve pas de traces dans la haute antiquité, contrairement aux spondyloarthropathies qu'on retrouve sur les momies égyptiennes. Et peut-être 18e siècle en Occident, 20e siècle en Afrique, donc relativement récente. Et il y a des travaux tout à fait intéressants, dont notamment celui-là, cette étude américaine qui a suivi des infirmières, 76 597 femmes dans cette étude, la Nurse Health Study, âgées de 30 à 55 ans, qui ont développé 1007 cas de polyarthrite rhumatoïde. Et le travail a conclu qu'une alimentation saine était associée avec une diminution du risque chez les femmes de moins de 55 ans et qui avaient une alimentation saine. Et puis, on commence à parler de prévention avec la modification du style de vie, dont notamment l'alimentation. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas, d'autant plus que dans les recommandations françaises pour la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, la prise en charge globale, puis on avait déjà parlé de l'alimentation équilibrée et de ne pas se référer, de ne pas évidemment recommander les régimes d'exclusion et de veiller à la prise en considération des facteurs de risque cardiovasculaire auxquels il faut associer en permanence l'activité physique et qui d'ailleurs a été mise à jour très récemment dans les recommandations générales, pas simplement dans la polyarthrite rhumatoïde, mais dans toutes les maladies chroniques. Alors pour en venir à la polyarthrite rhumatoïde, nos patients nous posent souvent des questions, comme a dit très justement Salah tout à l'heure. Est-ce que je dois modifier mon alimentation ? Est-ce que les aliments ont un rôle sur l'inflammation de mes articulations ? On ne nous dit pas les régimes d'exclusion, mais on nous dit souvent, on m'a dit de supprimer le lait, de supprimer tel aliment, de supprimer tel... Et puis, dans les patients que nous recevons, en tout cas dans notre culture et dans notre milieu, on parle du risque cardiovasculaire. Nos patients nous parlent beaucoup moins du risque d'ostéoporose, c'est nous qui leur en parlons. Et puis, les effets indésirables de la cortisone, on est obligé plus de les freiner. Relativement à la consommation de la corticothérapie, on en a parlé hier, mais ce sont des questions qui, évidemment, vont se poser. On sait que la polyarthrite rhumatoïde comporte un certain nombre de risques nutritionnels, le manque de mobilité et d'activité avec la prise de poids, la sarcopénie, on en a parlé hier beaucoup, les effets indésirables des médicaments qu'on connaît bien et qui vont favoriser les comorbidités que nous avons aussi très largement discutées et dont on connaît l'importance. Alors finalement, pour répondre à la question, les aliments ont-ils un rôle sur l'inflammation des articulations ? On est tenté évidemment de faire le rapprochement avec ce qui se passe dans le diabète. Diététique et diabète, c'est fondamental. Qu'en est-il de la diététique et de la polyarthrite rhumatoïde ? Une des premières recommandations nutritionnelles, c'est de revenir à ces recommandations globales, avec en particulier la recommandation de l'alimentation équilibrée.
Avant d'en arriver aux recommandations de la Société française relativement à la polyarthrite rhumatoïde, nous savons que dans les régimes que les patients proposent dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a d'abord les régimes d'exclusion. On aime bien se faire souffrir, hein, on a un petit côté un petit peu masochiste dans nos cultures, on se punit, on exclut, et on pense qu'en excluant certains médicaments, certains aliments, pardon, cela fera du bien à l'évolution de la maladie. Les régimes d'inclusion sont beaucoup plus rares, et puis les régimes mixtes, les patients ne les connaissent pas, ne connaissent pas les noms, mais pratiquent les régimes mixtes. Et regardez, ces régimes mixtes sont tout à fait intéressants à prendre en considération. Le premier, c'est le régime de Jean Seignalé. Jean Seignalé est un médecin des années 80, avec Catherine Kousmine. Jean Seignalé est français, Catherine Kousmine est canadienne. Ils ont proposé tous les deux un régime mixte, particulièrement dans la polyarthrite rhumatoïde et pas seulement. Et si on regarde le régime Jean Seignalé, il recommande de supprimer totalement les produits laitiers et les céréales, sauf le riz. Il recommande de réduire les apports en produits cuits, d'augmenter les aliments dits biologiques et de se suralimenter en vitamines. Alors vous voyez, c'est ce que nous disent nos malades. Ils ne savent pas que c'est le régime Jean Seignalé, mais ça a été un régime extrêmement pratiqué et très connu. On a peut-être oublié l'auteur aujourd'hui, sauf peut-être les Français ou les francophones, mais chez nous, les malades nous parlent souvent de ce type de régime sans nous en dire évidemment la paternité. Catherine Kousmine, ouais, c'est plutôt une alimentation saine, on se rapproche de l'alimentation équilibrée, les compléments en nutriments, l'hygiène intestinale, même si pour elle, l'hygiène intestinale est quelque chose de très particulier parce qu'en fait, on va plus vers la destruction du microbiote intestinal et la lutte contre l'acidification anormale de l'organisme. Et puis, il y a un troisième régime, qui est le régime dit paléo, et qui fait la comparaison entre ce que l'être humain consommait lorsqu'il était chasseur-cueilleur, où on avait 35% de viande et 65% de fruits et légumes, et l'évolution aujourd'hui, où on a considérablement diminué l'apport de viande, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais surtout considérablement diminué l'apport des fruits et légumes et introduit les produits laitiers. Alors là aussi, exclusion qui se rapproche de là, et consommation de viande, de poisson, de fruits, légumes, etc. Le sel, les vitamines, voyez, et la recommandation hydrique qui, elle, est tout à fait intéressante. Donc, une combinaison de réflexions. Mais le problème, c'est que ces régimes ne se sont jamais appuyés sur des preuves scientifiques qui se sont colportés de bouche à oreille, qui ont fait l'actualité, mais qui n'ont jamais prouvé leur efficacité réelle. Alors, si on essaie de rentrer un petit peu dans ce qui est scientifique, quel rôle ont les aliments sur l'inflammation articulaire? Voilà un travail américain publié en 2017 qui montre que 25% à peu près, donc un quart des polyarthrites rhumatoïdes, disent qu'ils ont un aliment qui influe sur leur maladie. Et 25% donc, ont des stratégies d'évitement pour certains aliments qu'ils considèrent comme pro-inflammatoires. Dans les aliments dits qui sont susceptibles, en tout cas considérés comme pouvant soulager la maladie, les fruits, dont notamment les fruits rouges, vous voyez, les épinards. Et là, ce qui est en noir, on va rentrer dans ce qui est toxique. Et finalement, c'est tout à fait logique. Et en tout cas, on n'est pas étonné de voir que ce qui est très sucré, la viande rouge, la bière, les desserts, les sodas sucrés, vous voyez, les sodas sucrés, c'est extrêmement toxique pour beaucoup de choses, la polyarthrite rhumatoïde inclus. Et puis j'en arrive évidemment aux recommandations de la Société française de rhumatologie, alors qui sont évidemment très intéressantes à rapporter parce que c'est le premier travail qui est fait sur l'alimentation dans la polyarthrite rhumatoïde, aussi bien au niveau français qu'au niveau international. Et donc on va se référer à ces recommandations puisqu'elles font le point sur un certain nombre de points. Vous voyez qu'ils ont réuni 12 experts rhumatologues, dont toute une équipe, des nutritionnistes, un interniste, diététiciens et représentants des associations de patients. Et ce qui est tout à fait important, c'est qu'on se base ici sur des travaux scientifiques avec des analyses systématiques de la littérature. Et les conclusions de ce travail ont abouti à 8 principes généraux et 9 recommandations que nous allons voir au fur et à mesure. Voici ces principes généraux. Alors, je commencerai par ceux qui paraissent tout à fait logiques. C'est l'accompagnement nutritionnel dans la prise en charge globale, bien sûr. Et puis, permettre aux patients de prendre en charge, de contribuer à la prise en charge de leur rhumatisme inflammatoire. C'est ce que les anglo-saxons appellent le self-efficacy, ou empowerment, ou coping, donc faire face à la maladie.
et c'est tout à fait intéressant dans cette optique-là. Et puis aussi prendre en compte le contexte culturel et socio-économique, évidemment, et insister sur l'aspect convivialité de l'alimentation et socialisation des patients, car il n'est pas question de les exclure d'une alimentation normale ou de partager des repas ensemble, puisque être ensemble, manger ensemble, participer ensemble est très important sur le plan social et sur le plan psychologique pour les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et quelle que soit d'ailleurs la pathologie chronique. Les conseils nutritionnels, évidemment, avec l'activité physique, on en a parlé dès le début, mais on en dira un mot du régime méditerranéen. L'activité physique fait partie du régime méditerranéen, et s'il y a évidemment d'autres traitements en cours, eh bien, on continue à les prendre en charge. Alors, ce sur quoi on va insister, et qui est tout à fait prouvé scientifiquement, bien sûr, c'est qu'il est très important de dire à nos patients que les conseils nutritionnels ne doivent en aucun cas remplacer leur traitement, et que le traitement, les traitements de fond, tous les traitements que nous leur proposons, restent évidemment tout à fait importants dans leur prise en charge. Ces conseils nutritionnels ne doivent s'appuyer que sur des données scientifiques et pas sur des modes. Et aujourd'hui, avec les médias, les réseaux sociaux, il y a toute une série de désinformations, de fake news qui passent à travers les réseaux sociaux et auxquels nos malades prêtent beaucoup d'attention. Et c'est très important de pouvoir les orienter dans ce sens-là. Et bien entendu, on prendra en considération tous les effets articulaires et extra-articulaires, notamment cardio-métaboliques et osseux. Et on sait aussi l'importance que l'on accorde aujourd'hui au dépistage des comorbidités dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors j'en arrive aux recommandations qui sont au nombre de 9 et pour lesquelles certaines nous paraissent évidentes, mais il est très important d'insister sur ce point, la prise en charge de l'obésité. L'obésité, on connaît son effet en particulier dans le rhumatisme psoriasique. Il y a eu beaucoup d'écrits sur l'obésité et le rhumatisme psoriasique. C'est aussi vrai dans la polyarthrite rhumatoïde où en fait l'obésité va impacter aussi le traitement et notamment les biothérapies et notamment les anti-TNF dont on sait que l'efficacité est moindre chez le patient obèse. Et puis pour une raison tout à fait évidente de santé globale, la prise en charge du risque cardiovasculaire, du risque métabolique, la prise en charge évidemment de l'obésité est fondamentale. Alors les régimes d'exclusion, on en a un petit peu parlé dans les régimes mixtes, évidemment, il n'y a aucun intérêt scientifique à proposer des régimes d'exclusion. Il y a beaucoup plus de risques d'exposer les patients aux carences que d'attendre un éventuel effet. D'ailleurs, aucun régime d'exclusion, que ce soit le régime sans gluten, qui est très à la mode aujourd'hui et qui est aussi très à la mode au Maroc. Beaucoup de patients viennent nous dire « j'ai exclu le gluten », sans aucune raison. Il n'y a pas de maladie cœliaque, il n'y a pas... Et très souvent, ils vous disent « j'ai exclu le gluten et je me sens mieux ». Donc il y a aussi l'effet placebo qui intervient et il est très important de leur expliquer que ça n'a aucun intérêt. Et je crois que le plus important pour nous, c'est l'éviction des produits laitiers. Beaucoup de patients viennent aujourd'hui en nous disant « on m'a dit de supprimer le lait est toxique ». Le lait, d'ailleurs, sur Facebook, il est écrit que Facebook est devenu l'encyclopédie aujourd'hui au Maroc, j'appelle ça l'encyclopédie toxique, dans laquelle, évidemment, il y a toute une série de mauvaises informations qui passent. Alors, l'éviction des produits laitiers, j'ai quand même voulu m'y arrêter parce que c'est tout à fait intéressant, parce qu'il faut rappeler aujourd'hui qu'il y a beaucoup de travaux sur les produits laitiers qui nous rappellent que les produits laitiers, ce n'est pas simplement une association de bienfaits dus à certains produits, mais qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet matrice. C'est un peu comme en pédagogie, la compétence. La compétence, c'est le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, et pas seulement. C'est bien plus que ça. Et je dirais que pour le lait, c'est tout ce qui est bénéfique dans le lait, mais pas seulement, c'est bien plus que ça. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet matrice des produits laitiers qui vont expliquer les bénéfices santé. Dans les bénéfices santé, il y a évidemment aujourd'hui les produits laitiers fermentés qui semblent avoir un effet tout à fait positif sur le risque de maladies cardiovasculaires et sur le diabète de type 2. On sait aussi que quand on... Il y a un problème avec le son, mais je vais essayer de... Donc, diminution significative du poids chez les femmes obèses qui sont soumises à un régime hypocalorique supplémenté en lait et une atténuation de la lipémie postprandiale avec le lait ou un yaourt allégé par rapport à une supplémentation en calcium. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que pour un même apport en calcium, le coefficient d'absorption du calcium est 6 fois plus élevé avec le lait qu'avec les épinards, donc végétaux.
Diminution, et il y a une diminution significative du nombre de chutes, du nombre de fractures, 33%, en particulier les fractures du col fémoral, 46%, ne serait-ce que pour ça. La prise en charge de l'ostéoporose et la prévention, on en parlait hier, des complications, notamment des fractures, c'est tout à fait important de remettre les produits laitiers à une place qui devrait être la leur. D'autant que les travaux scientifiques montrent que la supplémentation calcique 12 à 24 mois a un effet positif sur la densité minérale osseuse, particulièrement dans les pays à faible consommation calcique, ce qui est notre cas. Nous ne mangeons pas des fromages aussi souvent que, par exemple, en France. Et vous voyez ici qu'il y a une diminution du risque de fracture de hanche tout à fait significatif, particulièrement avec les laitages fermentés, avec les yaourts et les fromages. Et il y a eu une recommandation de consommer un yaourt le soir pour freiner l'activité de la parathyroïde, notamment quand on est en hypovitamine D avec une réaction hyperparathyroïdienne. Et cette consommation de laitage de yaourt le soir est tout à fait intéressante. Moi, je dois dire que depuis quelques mois, je le fais également. Je n'ai pas de problème jusqu'à présent, je touche du bois, mais en recommandation en général, je trouve que c'est tout à fait positif. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les laitages fermentés, vous voyez, vous avez une méta-analyse de 20 études de corps, donc c'est vraiment, on s'appuie sur le scientifique, avec une baisse de 4% des accidents cardiovasculaires et de 27% du risque de diabète de type 2. Et quand on consomme des yaourts allégés sans sucre évidemment, hein, ne placez pas du sucre en plus, eh bien regardez, il y a quand même 20% de diminution du risque de syndrome métabolique, donc c'est tout à fait intéressant. Et voilà une étude aussi très bien menée qui est tout à fait intéressante, l'étude MESA, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, qui étudie donc les calcifications coronaires avec des coronoscanners, plus de 5000 participants, et qui montre un effet tout à fait positif du lait entier sur les calcifications coronariennes. Donc c'est quand même tout à fait intéressant de remettre le lait à sa place et d'expliquer à nos patients, sauf évidemment s'ils ont une allergie ou des problèmes liés à la consommation de lait, évidemment, mais c'est tout à fait intéressant de le remettre à sa place. Alors pour continuer ces recommandations, qu'est-ce que l'on a comme régime d'addition? Bien, comme régime d'addition, on a les acides gras essentiels polyinsaturés, notamment les oméga 3, supérieurs à 2 grammes par jour. Et là, vous voyez qu'il y a une recommandation de grade A. C'est la seule de grade A. On va y revenir, c'est tout à fait important, parce que prendre en considération les acides gras, bien, on fait la différence entre les acides gras saturés, les graisses animales, on les met de côté, on va s'intéresser à cela. Les acides gras monoinsaturés, ce sont les oméga 9, et on va s'intéresser spécialement aux oméga 3 et oméga 6. Les oméga 3, vous voyez d'où ils viennent, les oméga 6, pardon, et les oméga 3, les végétaux, les huiles végétales, les poissons et les poissons gras en particulier, qui sont tout à fait intéressants en apport en oméga 3. Et on sait que le rapport oméga 6, oméga 3 est normalement de 4, or dans les pays industrialisés, il est de 20, donc il semble qu'il soit intéressant de réduire ce rapport et d'augmenter la consommation en oméga 3, d'autant que l'on sait, pour être tout à fait simpliste, hein, pour simplifier le métabolisme, les oméga 6, donc l'acide linoléique, conduisent à la synthèse de l'acide arachidonique, et vous savez son importance dans la synthèse des prostaglandines, donc pro-inflammatoires, alors que les oméga 3 conduisent à l'EPA, l'acide eicosapentaénoïque, et le DHA, l'acide docosahexaénoïque, hein, un petit peu compliqué à prononcer, mais on va lire les EPA et les DHA, qui semblent être tout à fait intéressants comme éléments anti-inflammatoires. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est ce que nous rapporte justement la littérature scientifique. Vous voyez que quand on consomme des oméga 3, notamment l'huile de poisson, on a une réduction qui est assez significative du DAS28 dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est une étude publiée en 2015. Et il semble qu'arriver à la rémission est beaucoup plus évident quand on consomme des oméga 3, donc de l'huile de poisson en particulier, que dans la population contrôle. Et pour faire une synthèse plus large, vous voyez 43 essais randomisés, c'est quand même très très significatif, et plusieurs méta-analyses qui expliquent que la consommation d'oméga 3 soit aujourd'hui une recommandation de grade A. Et donc en pratique,
on sait que l'apport quotidien est insuffisant et donc on recommande, et les recommandations françaises rapportent cette recommandation avec une recommandation donc de grade A, supplémentée par des capsules en EPA ou en DHA, 2 à 3 grammes par jour, pendant 3 à 6 mois, puis réévaluer en fonction des effets observés par le patient. Parce qu'il n'y a jamais de solution à 100% évidente, il y a toujours le mais. Le mais, c'est que l'apport en oméga 3 est insuffisant à traiter l'inflammation et à lutter contre la destruction articulaire, évidemment. Et là, on recommande à nouveau de ne pas abandonner le traitement, et il faut le dire aux patients. Et puis surtout, quand on utilise des oméga 3 à forte dose, il ne faut pas oublier, c'est un effet qui n'est pas très connu, qu'on ne rapporte pas beaucoup, mais qui est documenté de manière scientifique, il semble qu'il existe un risque hémorragique important dont il faut tenir compte dans la prescription des oméga 3. Pour revenir à nos recommandations, vous voyez qu'on est presque au bout. Très très vite, simplement vous dire les probiotiques n'ont aucune indication scientifique, même si aujourd'hui on les recommande. Certaines supplémentations que nous aimons bien au Maroc, le safran, la cannelle, le gingembre dont on sait d'où nous vient aujourd'hui l'importance au Maroc et on en consomme beaucoup, le citron au gingembre, bon, c'est une recommandation évidemment très très sympathique, c'est bon, ça a du goût, mais ça n'a aucun effet sur la polyarthrite rhumatoïde, donc vraiment ne pas... Et puis, par contre, le régime méditerranéen, bien pour aller plus vite, vous connaissez le régime méditerranéen, documenté scientifiquement, il y a quand même 5 études qui sont des essais randomisés contrôlés sur 456 patients, même si la qualité en score JADAD est relativement faible. Mais vous savez, les produits céréaliers, le couscous, tant mieux. À une époque, ceux qui ont connu l'époque du professeur Marcel Francis Kahn, pour lequel j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime, me disait, parce qu'il y avait beaucoup d'ostéomalacie au Maroc il y a quelques années, me disait est-ce que le couscous ne serait pas la cause de l'ostéomalacie parce qu'elle est fait chélateur du calcium et de la vitamine D et vous devriez faire une étude sur couscous et ostéomalacie. Alors quand j'ai regardé le régime méditerranéen, j'étais très contente de le voir réhabilité et je crois qu'aujourd'hui, au contraire, je pense que l'ostéomalacie, ça a été démontré, on en a moins. C'est la vitamine D et le soleil, paradoxalement, mais ça n'a rien à voir avec ça. Et puis, bien sûr, alors, tous les fruits, les légumes, je ne vais pas rentrer sur les détails, c'est tout à fait intéressant. Vous voyez, les produits laitiers maigres, c'est très important de les réhabiliter. Ils sont réhabilités dans le régime méditerranéen. Les poissons, évidemment, vous voyez, quelques fois par semaine. Et puis, quelques fois par mois, pour se faire plaisir quand même. La vie doit rester un plaisir, quelques douceurs, quelques sucreries. Il ne faut pas les abandonner, mais évidemment, il faut être raisonnable dans leur consommation. En tout cas, ne pas se priver de petits plaisirs tant qu'on est vivant. Et aujourd'hui, je crois que c'est très important. Et bien sûr, l'activité physique tous les jours. Et nous, évidemment, pour lesquels le vin rouge n'est pas recommandé du tout, ne pas oublier que le vin rouge vient des raisins. Les raisins, évidemment, il faut qu'on en profite et nous avons des raisins de très grande qualité au Maroc. Donc voilà, il faut en profiter. Et j'ai insisté sur ce régime méditerranéen parce qu'il fait partie non seulement de l'alimentation saine, mais aussi des plaisirs de la vie. Et je crois que c'est tout à fait important. Alors on sait d'ailleurs que ce régime méditerranéen, pour aller plus vite, je suis presque au bout de ma présentation, vous voyez, cette étude tout à fait intéressante montre qu'à S12, perte de poids, effet sur le cholestérol, effet sur le DAS28 et sur le risque cardiovasculaire. Et il y a cette très belle étude, Predimed, faite en Espagne, même si elle a été très discutée, mais enfin le résultat sur l'effet cardiovasculaire est évidemment tout à fait important. Alors, je crois que je vais terminer par un élément qui est quand même important, en quelques diapositives, l'effet des vitamines, pas d'effet particulier. Mais il m'a semblé quand même important d'insister sur la vitamine D, même si ici, vous voyez, on nous dit qu'il n'y a pas d'indication à proposer une supplémentation en vitamine D. Or, la vitamine D, il y a de nombreuses études qui montrent une corrélation entre le taux de vitamine D et l'activité de la polyarthrite rhumatoïde. On en a d'ailleurs proposé quelques-unes. Avec mon ami Fedwa qui est là aujourd'hui, on a travaillé sur la vitamine D et polyarthrite rhumatoïde et vitamine D dans l'équipe du professeur Maxime Dougados, dans l'étude Comora. Et en fait, il s'agit quand même d'études ouvertes et qui comportent aussi la vitamine D doit rentrer dans le cadre global de la prise en charge des comorbidités. Mais il faut aussi dire qu'il y a des études randomisées, vous voyez, il y en a 8, chez 140 polyarthrites rhumatoïdes sous méthotrexate, 50 000 unités par semaine pendant 12 semaines versus placebo, qui concluent tout un effet négatif sur le DAS28 et sur la vitesse sédimentation. Donc, pas d'effet sur la polyarthrite, mais bien sûr effet sur l'os et prise en charge obligatoire
en particulier quand on sait que dans des pays comme le nôtre, le déficit en vitamine D est considérable malgré le soleil. Et enfin, pour conclure, vous voyez que l'alimentation est un élément phare, d'abord parce qu'elle nous est indispensable, ensuite parce qu'elle nous permet de contrôler l'obésité, qu'elle nous permet de manière indirecte d'avoir quand même un effet sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde, même s'il faut rappeler l'importance des traitements qu'il ne faut en aucun cas omettre. Ne pas oublier les autres paramètres, le tabac, le sommeil, le moral, le statut socio-économique et notamment le contexte social et la socialisation des patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique, le rôle de l'activité physique et bien sûr l'information du patient, l'éducation du patient pour lui permettre de connaître sa maladie. Et les 4 éléments sur lesquels j'aimerais conclure cette revue scientifique, entre guillemets, de l'alimentation, mais c'est tout à fait important, importante pour la perte de poids, importante pour recommander le régime de type méditerranéen, importante pour supplémenter en oméga 3 à visée symptomatique en prenant en considération l'importance de l'évaluation continue, importante aussi pour corriger les carences et pour prendre en charge les comorbidités. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Najia, pour ce bel exposé, cette présentation et ce tour d'horizon qui est complet, clair et concis. Tu nous as toujours habitués à ton éloquence et à la richesse de ton savoir. Ben, tu restes toujours égal à toi-même. Alors, nous allons ouvrir la discussion tout de suite et on va accorder quelques minutes, 4 à 5 minutes de discussion. Alors, monsieur Manès. Merci beaucoup, professeur Hassani, pour votre brillante présentation, comme d'habitude. Alors, je tiens à vous féliciter pour la présentation et à vous remercier parce que vous avez insisté sur l'exclusion des régimes d'exclusion. Il ne faut pas oublier que l'une des rôles de l'alimentation, c'est de nourrir, réjouir et réunir. Et donc, un régime d'exclusion va sûrement exclure les patients de ce plaisir. Merci beaucoup d'avoir insisté sur le régime méditerranéen. Il ne faut pas oublier que la diète méditerranéenne est actuellement inscrite sur le patrimoine immatériel de l'humanité. C'est important. Et ma question est sur l'alimentation bio. En fait, on sait maintenant que l'étude Nutrinet française, qui est une étude de cohorte qui a intéressé au moins 35 000 patients, qui a prouvé que le fait de consommer bio, pas seulement en alimentation, mais également en produits cosmétiques et tout ça, réduit de 25% le risque de cancer, tout compris, et de pratiquement 75 à 80% le risque d'un certain nombre de lymphomes non hodgkiniens. Alors, qu'en est-il pour l'inflammation et le rhumatisme inflammatoire? Je pense que le même raisonnement doit être établi. Hein. Et puis par rapport au lait, les produits laitiers dont vous avez insisté, il ne faut pas oublier que les produits laitiers actuellement ne sont pas bio. Hein, la plupart des produits laitiers, hein, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des pesticides, des traces de pesticides en tout cas. Moi, je pense que... qu'en est-il? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Alors, je crois que les produits bio, dans l'étude, dans les recommandations de l'Association française de rhumatologie, les conclusions sont qu'il n'y a pas suffisamment d'études sur l'effet des produits bio dans la polyarthrite rhumatoïde, et donc il n'y a pas de conclusion à ce sujet. Les produits bio, je crois, sont intéressants dans la mesure où il n'y a pas de produits toxiques surajoutés. Mais si les produits, qu'est-ce qu'on appelle produit bio finalement? C'est un produit naturel dans lequel, qui est produit sans toxiques, sans effets chimiques, sans... Alors bien entendu, il est élémentaire de considérer que quand un produit végétal est produit de manière biologique et pas surajouté à des produits chimiques, c'est tout à fait important évidemment de considérer que l'effet sera supplémentaire. D'ailleurs, quand on voit l'effet paléo, le régime paléo, qui est tout à fait intéressant parce qu'il dit qu'il faut revenir à ce que l'humanité consommait autrefois. Or, qu'est-ce que les êtres humains consommaient autrefois? C'était la viande, c'était le poisson avec la pêche, la chasse, etc., les fruits. Et il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas d'engrais à ce moment-là, il n'y avait pas... Alors évidemment, l'influence, moi je pense que personnellement, les produits bio sont simplement des produits... naturel. Oui, mais quand on me dit de rapprocher le micro, mais quand je rapproche, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Alors, comme ça, c'est bon? Merci beaucoup. Et donc, si on rajoute évidemment des pesticides, c'est évident que...
Alors, il y a un élément ce que vous dites est tout à fait intéressant, d'autant qu'en France, on constate pour la première fois dans l'histoire de la médecine française une augmentation de la mortalité infantile. Alors, vous savez que chez nous, la mortalité infantile est encore un point qui s'est considérablement amélioré, mais qui reste parmi les points noirs avec la mortalité maternelle. Et c'est la première fois qu'en France, on voit une augmentation de la mortalité infantile. Et on se pose des questions, il n'y a pas encore de réponse, mais ça vient de sortir dans les recommandations de l'Académie française de médecine, dans laquelle on se pose la question pourquoi cette augmentation de la mortalité infantile, et on se pose la question est-ce que l'alimentation, et notamment les produits toxiques, auraient peut-être une origine. Si on ajoute aujourd'hui la guerre, je ne vais pas terminer sur une note négative, on va rester sur le positif de l'alimentation, mais avec ce qui se passe sur les centrales nucléaires, et hier il y avait un débat sur France 5 tout à fait intéressant sur... aujourd'hui, il n'y a plus d'informations relativement à la centrale nucléaire d'Ukraine, celle qui a été attaquée par les Russes, mais on sait aussi qu'il semblerait qu'il y ait eu des émanations radioactives bien avant qu'elles ne soient attaquées par les Russes. Donc aujourd'hui, avec les centrales nucléaires, on va se poser aussi la question de tout ce qui peut entacher l'alimentation. Alors, des questions courtes et des réponses courtes également. Okay. Madame la professeure Hassani. Merci Madame Hassani pour votre présentation. Et je voudrais revenir aux oméga 3. On connaît actuellement une grande vague de prescription de compléments alimentaires. On ne sait pas comment ils obtiennent les filières d'autorisation de mise sur le marché. Et les oméga 3 font partie des compléments alimentaires. Est-ce qu'il n'y a pas de médicaments oméga 3, c'est-à-dire un produit qui a pharmaceutique plutôt, voilà. Et comment choisir dans les oméga 3 qui existent sur le marché? Est-ce que vous avez une idée? Alors c'est une question difficile pour laquelle je ne vais pas avoir une réponse définitive. Je crois simplement, moi j'avais été un petit peu regarder, est-ce que les oméga 3 sont commercialisés au Maroc? Ils le sont. Ils le sont comme complément alimentaire, ils le sont en parapharmacie et ils coûtent au moins 200 dirhams. Au moins 200 dirhams. Alors je crois que par rapport à nos patients, il faut leur recommander de garder cet argent pour leurs médicaments, pour lutter contre l'inflammation, plutôt que les oméga 3. Maintenant, on a encore la chance d'être dans un pays bordé par deux mers, l'océan Atlantique, la Méditerranée, il y a encore le poisson. Peut-être insister sur la diminution de la consommation de la viande rouge, bien que là aussi, il ne faut pas supprimer. On a beaucoup d'anémies avec carence en vitamine B12. Qu'il ne faut pas oublier non plus. Or, la viande nous apporte la vitamine B12, donc il n'est pas question d'exclure, mais il est question d'être raisonnable et de se rapprocher du régime méditerranéen, comme l'a dit le docteur Manès, qui fait partie aujourd'hui des recommandations internationales, et à très très fort niveau, et donc je crois que la recommandation est celle-ci. Maintenant, comment c'est accordé, ça je ne peux pas dire, je ne sais pas. D'autres questions? Moi je pense que on doit s'estimer heureux ici au Maroc, dans la mesure où on a suffisamment de légumes et de fruits, bien sûr, de produits laitiers, et surtout, comme tu viens de dire, du poisson, et surtout, entre poissons, il y a les sardines. On est le premier exportateur absolument de sardines. Donc, même pour la population la plus démunie, elle peut suivre un régime sain et bénéfique. Alors ça, c'est une très très belle recommandation, effectivement, puisque les sardines font partie des poissons gras et donc sont très recommandées dans l'apport en oméga 3. Les sardines sont considérées comme, au Maroc, malheureusement, très souvent vous entendez, c'est le poisson du peuple. Non, c'est pas le poisson du peuple, c'est un poisson qui est très... Et donc peut-être, effectivement, voilà, il y a des choses dont nous disposons, en se rappelant aussi que tous les excès sont mauvais, de quelque nature qu'ils soient, et que l'excès d'oméga 3, il y a aussi un risque hémorragique, donc c'est important. Oui, j'aimerais bien poser une question, Madame Hassani. Oui, docteur Ben Saoud. On parle beaucoup de la viande rouge et son effet négatif sur le traitement. Pardon, je n'ai pas entendu. La viande rouge. La viande rouge, oui. Et son effet négatif sur le traitement du rhumatisme inflammatoire chronique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors justement, c'est ce que je viens de dire. La viande rouge, l'excès de viande rouge a été démontré comme étant à l'origine de l'augmentation des cancers. C'est lié à l'augmentation des cancers. C'est aussi lié à l'augmentation de l'inflammation dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Là aussi, il y a beaucoup de paramètres. Il y a la viande rouge, il y a le mode de cuisson.
quand c'est très cuit avec toutes les graisses qui se décomposent en produits cancérigènes, ça semble être démontré sur le plan scientifique. Là aussi, pas d'excès, puisque la viande rouge nous apporte la vitamine B12. Et je le disais tout à l'heure, et que lutter contre les anémies par carence en vitamine B12, c'est tout à fait important. Et vous voyez que dans le régime méditerranéen, il n'exclut pas la viande rouge, il dit simplement quelques fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, pas plus, et remplacé par la viande blanche et le poisson. Maintenant, évidemment, on peut débattre en disant attention toxique, le poisson c'est aussi la pollution, etc. Mais enfin là, c'est un autre débat, il faudrait des heures pour en discuter. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant. Bien, bien. Alors, on va arrêter la discussion. Merci beaucoup, encore une fois, Madame Hassouni. Et on va passer à la deuxième conférence.